Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast, un grand voyage peut-être avec l'ami Desgadi. Comment vas-tu? Salut Julien, eh bien écoute, c'est toujours un plaisir de te retrouver et toujours pour parler, de du même type de film jusqu'à Oui, présent, à savoir, toujours des expériences. Donc c'est c'est très, très chouette. c'est une mise en abîme du grand voyage, notre grand voyage cinématographique à travers des œuvres qui sont parfois abstraites d'une certaine manière. Le terme est un peu vague. Et ici on va partir en Chine. Et c'est très important parce que je parle peu finalement de cinéma chinois sur la chaîne. Je pense que ça peut changer. Et je parlais de Grand Voyage. Le film, c'est ça, hein, un grand voyage vers la nuit, qui je crois est le deuxième long métrage de Bigan, qui est un jeune réalisateur, et qui avait Tout fait un film Kylie Blues, hein, je crois, Kylie avant. Blues. Et Oui. presque, pour certains, c'est une sorte de remake ou de relecture de Kylie Blues, ici, que nous allons ensemble donc évoquer. Bon, avec des acteurs qui ne sont pas forcément très connus pour nous, mais il y a Joey Wang pour le rôle masculin principal et Tang Wei qui joue le personnage féminin qui est un petit peu inaccessible ou pas dans ce film. C'est tout l'intérêt. Il y a aussi Tout à fait. Sylvia Chang, si vous voulez. C'est des actrices qu'on a déjà vues dans des films assez marquants, il me semble. Peut-être pas dans des grands rôles, cependant. Et c'est alors Il y quelque a part. Ouais, Sylvia Chang, on l'avait vu Oui, dans possiblement le Violon rouge. Alors après, il a fait dans des films d'exploitation aussi, mais voilà. et c'est C'est un pas petit c'est vrai peu. que c'est Il y ouais, a je une. te laisse continuer, t'inquiète. Oh, il n'y a pas de souci, mais c'est un peu dans une mouvance de résurgence d'un nouveau cinéma chinois qu'on a eu à la fin des années 2010, comme Le Lac aux oies sauvages, Séjour dans les monts Fuchun ou celui du regretté Ubo, An Elephant Sitting Still, qu'on n'a toujours pas vu, ni toi ni moi, pour l'instant. Oui, oui, oui. Non, Voilà. c'est un projet Mais qui prend quand même un certain temps, de trouver ce c'est vrai. Et c'est vrai que là, on est dans cette. Il y a ce cinéma chinois un petit peu qui prend son temps aussi, qui a une certaine popularité renaissante pour les Occidentaux, hein, je parle, hein. Et on n'est pas dans le cinéma chinois forcément d'action du tout. C'est un peu à part, avec souvent des personnages qui sont en errance, pour faire simple. Et là, grosso modo, c'est un petit peu l'idée. Alors, faire un synopsis, même si le film va bien au-delà d'une intrigue. Est-ce que d'ailleurs le film a une intrigue? Quelque part, Oui, oui. On va oui, quand suivre même. un certain Luo, qui visiblement, à un certain temps, s'était enfui de sa ville natale de Kaili, et il y revient pour y rechercher une femme qui s'appelle Wan Kiwen. Alors là, je pense que j'ai mal prononcé le nom, malheureusement. Mais Xiwan. Normalement, le Q, Kiwen, ouais, c'est c'est ça. Xie, me C'est semble-t-il. ça. C'est donc une tentative de retrouvailles d'une femme, et on sent que c'est mêlé à une histoire de mafia, de gangsters, potentiellement. Donc, et quand il revient sur place, forcément, bah déjà, il redécouvre les lieux. C'est très tropical. Il faut savoir que la ville de Kaili, il pleut à moitié du temps. Et que Bigan il est originaire de cette ville, donc il filme sa ville, ses lieux. Et le personnage principal, c'est un petit peu son alter ego, quelque part. Et donc, dans cette quête, en fait, Luo va se perdre dans des souvenirs, voire dans des rêves, ou les deux, un jeu sur la mémoire. Et ce qui est intéressant dans Un grand voyage dans la nuit, c'est que le film est en deux parties, mais clairement, c'est même indiqué d'une certaine façon. Et au début, on a une sorte d'enquête à travers les souvenirs. C'est un petit peu diffus sur la narration temporelle, d'ailleurs. Alors, par contre, la deuxième partie, sans trop en dire pour l'instant, c'est limpide dans le sens où c'est limpide d'une certaine manière. C'est très continu, on va dire. On n'est plus dans un truc de saccade de temporalité, de personnages qui essayent de se retrouver ou qui se souviennent. Deux films en un, donc, avec peut-être une deuxième partie qui va élucider certaines choses de la première partie, ou pas, ou peut-être l'inverse, justement. Le genre de film où il faut se laisser bercer, je pense se laisser perdre aussi, à l'image du personnage principal, parce qu'on a ici une expérience de cinéma qui t'est très chère et qui, à mon avis, t'a beaucoup marqué. Raconte-nous comment tu as découvert, enfin, comment tu t'es senti à la découverte de ce film, surtout. Parce que, Ah bah, en off, tu parlais d'un point de départ et il y a quelque chose.
Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est toujours très compliqué. Je me suis, aperçu de ça et ça se revérifie à nouveau. Tu, arrives à poser tout un ensemble de points sur lesquels, en fait, j'ai envie de réagir à chaque fois, mais je te laisse évidemment terminer. Alors, tu me poses une question sur moi et c'est vrai que tu viens tout de suite, pointer le rapport, intensément subjectif que j'ai avec le film. Mais on pourrait, je vais répondre à ta question tout de suite, hein, mais on pourrait revenir sur la 6e génération de cinéma chinois dans laquelle le film, alors non pas s'inscrit, puisque on est en train de la dépasser, parce que les cinéastes, en tout cas les plus identifiés de cette génération-là, c'était Jia Zhangke, Zhang Yimou ou encore Wang Bing. Bon, Bigan, il est quand même plus jeune, hein, il a 20, 30, voire plus encore d'années en moins. Et puis après, bon, de toute façon, sur le temps, globalement, tout ce que tu as commencé à élaborer sur le temps et sur la façon dont la structure du film, dans son scénario, joue, en fait, hein, la façon dont la structure joue avec le temps, on va replonger dedans derrière. Mais pour revenir sur mon expérience, en tout cas, et sur le rôle, le rôle. Bon, un film n'a pas à jouer un rôle en particulier, mais disons que dans le processus cinéphilique, d'éveil à toute une frange de formes nouvelles, c'est vrai que donc le film sort en 2019, c'était il y a 4 ans maintenant. Donc moi, je vais avoir 27 le mois prochain. Donc il y a 4 ans, j'étais déjà installé dans mon rapport au cinéma, mais j'avais encore tout un ensemble d'horizons que j'avais pas exploré. Et aujourd'hui, je continue de comprendre à quel point, je me souviens plus du nom de cet effet, l'effet Kruger, quelque chose. Tu sais, quand tu as l'impression de t'y connaître dans un domaine parce qu'en fait, tu commences à emmagasiner un certain nombre de connaissances et puis en fait, tu atteins un pic de confiance. Et puis, si tu as l'humilité suffisante de continuer d'explorer, tu as une espèce de dépressurisation profonde où en fait, tu t'aperçois que tu n'y connais rien du tout. Et moi, c'est vrai que Bigan, il m'a donné un peu, enfin, Un Grand Voyage dans la Nuit en l'occurrence, est un de ces films qui m'a donné tu vois, cette impulsion de pause. Tu as découvert le cinéma hollywoodien, américain, cinéma de genre, avec tout un ensemble de formes. Encore une fois, je ne cesse de le répéter, que je ne renierai jamais et que je continue d'aimer d'aimer de tout mon cœur, mais auquel j'apporte des nuances. Et Bigan, évidemment, et c'est là le rôle, hein, enfin encore une fois, du mal avec le terme le rôle, mais bon, c'est là que son film, il est à la fois une véritable ouverture, et plus le temps passe et plus je découvre les cinéastes d'où viennent en réalité les inspirations de Bigan, et plus je me rends compte, paradoxalement, de peut-être l'importance relative du film. Et c'est ça qui est assez étonnant, c'est que il s'est passé beaucoup de choses avec ce film. La première chose, avant de revenir sur les points et de rentrer dans le détail et puis de faire tout ce jeu de références qui d'ailleurs n'est pas forcément très fructueux à chaque fois, là, en l'occurrence sur un film pareil qui a été clairement pensé comme tel, en tout cas, il y a des références qui sont revendiquées. On y reviendra, mais juste sur vraiment le moment où je découvre le film, je me souviens très bien que justement, de ce jeu de références et de tous ces cinéastes qu'on a cités autour du film, donc je vais pas faire une litanie, mais le plus cité, c'était Lynch. Et Lynch, à l'époque, c'était déjà évidemment très largement un des cinéastes les plus importants de mon rapport au cinéma en général. Et de la même manière, je me souviens que pour le Under the Skin de Jonathan Glazer, j'avais trouvé le rapprochement un peu hâtif. Je trouve que le terme lynchien est un peu galvaudé aujourd'hui. D'ailleurs, c'est une remarque qu'avait fait Jackie Goldberg, dont je t'avais envoyé la petite vidéo critique, qui est une des rares critiques qu'on trouve sur YouTube. Et autant je rejoins complètement Jackie sur son enthousiasme et tout, mais je remets un peu plus en question le film aujourd'hui, enfin à l'aune des 4 années que je viens
voilà, de traverser. Et donc, sur cette première semaine, je vois le film et en fait, j'ai, on va le dire clairement, une forme de déception. Hein. Je suis un peu déboussolé parce que j'avais posé des attentes par rapport à ce qu'on m'avait dit du film et par rapport à déjà cet ensemble de références dans lequel je m'attendais à ce que le film s'inscrive. Et en fait, et c'est là la force du film malgré tout, il trouve une espèce de mélodie singulière qui est quand même à lui dans la construction, notamment de l'espace de la deuxième partie, qui est donc filmée en plan séquence unique. Et effet tout à fait étonnant, je rêve du film à 2 ou 3 reprises dans la semaine. Et là, je me dis, il y a un problème, il y a quelque chose qui est pas usuel. Donc j'y retourne avec déjà donc la conscience à minima en tout cas de ce que le film est, et je prends vraiment le film dans sa, enfin, au niveau texturel, ça change complètement de. Enfin, je focalise complètement sur autre chose et le film d'un coup s'inscrit et grandit ensuite avec le temps. Et très amusant, après je te redonne la parole pour que tu puisses rebondir sur d'autres choses, mais j'ai vécu la même chose avec le Nope de Jordan Peele l'année dernière. Et j'avais d'ailleurs tweeté là-dessus en faisant le comparatif avec le Big Ann parce que ça m'arrive finalement assez souvent. Enfin, il y a bien 2-3 fois par an où il y a des films comme ça où je pose des attentes de la mauvaise manière, même si je ne veux pas en poser. Je suis déçu dans la première mouture, première facture, enfin, dans le premier rapport. Et puis en fait, en retournant voir le film, il y a une bascule qui opère. Et sur la bascule, on y reviendra. Je t'avais dit que je t'embêterais là-dessus parce que le film a représenté ça pour moi à l'époque. Je me souviens que c'est un terme qu'on avait utilisé, que tu avais employé et puis sur lequel j'avais pas mal insisté par rapport à Memoria. Et voilà. Donc voilà. On va commencer à rentrer un peu dans le vif de l'objet et de la cartographie qui s'érige autour. C'est ça, parce que sur nos précédentes discussions, Memoria, Pacifiction, avec l'ami Artaud, qu'on salue s'il passe par là, ce sont des films qui sont dans une famille, on va dire, globale, cohérente, avec toujours une sorte de retournement d'une bascule à un moment, qui fait que moi, j'ai vécu ce premier visionnage de façon particulière. Je savais d'avance que ça allait être un film sensoriel. Mais je me suis placé à un moment au milieu dans l'ancien moi, parce que c'est ça moi, ce film, il m'a mis dans une dualité. L'ancien moi qui essayait souvent de théoriser ce que je voyais, d'essayer d'anticiper, tiens, une intrigue et tout. Et c'est vrai que la première partie du film, elle est construite comme si on participait à cette enquête, enfin, si on veut, de tentative de retrouvailles, et on se demande ce que le film essaye de nous raconter, avec ses souvenirs ou ses rêves, ou une sorte de narration de ce qui a pu se passer avant, mais est-ce vraiment la réalité et tout. Et à un moment, vraiment, vers le milieu du film, j'étais là en train de me dire, je suis en train de me perdre, en fait, avec ce film. Je suis en train de me perdre, je vois que c'est pas ce que le film veut me faire sentir, mais bizarrement, il y a quelque chose que je veux sentir comme ça. Et puis là, il y a le nouveau moi qui, quand même, en même temps, se rend compte surtout que sur le plan de la façon de mettre les choses en place, en prenant son temps, parce que même dans cette première partie où tu as une narration qui est un peu diffuse, le film prend son temps, avec ses petits travelling très lents, notamment, toujours vers la gauche, d'ailleurs, j'ai remarqué ça. Alors, je ne sais pas s'il y a un message derrière, mais il y a des petits... La caméra, elle tourne un peu elle est un peu vers la gauche, elle dévoile des choses. Okay. Bien sûr, le jeu des reflets, des miroirs, tu peux y voir tout ce que tu veux, le reflet de l'âme, les souvenirs, le rêve, tout ce que tu veux, parce que de toute façon, le film commence sur un voyage astral, parce que c'est ça, hein. C'est-à-dire que un monsieur qui rêve et un petit peu, tu as l'impression qu'il y a son âme qui est en dehors de son corps et il va nous raconter un petit peu ce qu'il voit. C'est marrant. Alors, parce que c'est pas Enter the Void non plus. Hein. Non, mais c'est marrant parce qu'à peu près au même moment, j'ai revu Insidious, par exemple. Rien à voir, mais ça parle du voyage astral aussi. J'ai dit, tiens, des fois, je fais pas gaffe, mais il y a des films qui ont des thématiques communes comme ça. Et donc, cette première partie, j'étais là en me disant, ok, c'est magnifique, c'est tout, mais c'est génial ce qu'il fait parce qu'il a la maîtrise. Et on voit les symboles, etc. Il y a même des moments où, oui, on a la référence à un de ses films préférés. Il ne masque pas, un Stalker de Tarkovsky.
Oui. avec même la pluie à l'intérieur. Là, tu as même d'autres Tarkovsky, hein, si tu veux. Hein. Tu as le miroir aussi. Enfin, Disons que Nostalgia. Stalker est le cité C'est très ça. explicitement, les autres tournoient autour. Oui. Stalker, c'est un film qui l'a hanté, le réalisateur. Au début, ça l'a résisté, puis après, il y a rêvé, il y a pensé pendant des jours, des mois, etc. Et ben, le film a fait un peu cet effet aussi. Ça me résiste. Puis bon, là, je le dis, on fait cet enregistrement plus d'une semaine après que je l'ai vu, et j'y pense. Et donc, au milieu du film, au moment où je me dis, bon, il va falloir que le film, il faut qu'il se passe un truc quand même si, pas qu'il se passe un truc, genre, il faut que ça révèle. À la rigueur, au moment, il n'y a rien à révéler. Hein. Et bien, à un moment, il y a cette bascule. Tu n'avais pas l'information que la deuxième partie était clairement j'avais vaguement, quand même. Voilà. J'avais une information, mais je ne savais pas comment ça allait se mettre en place. Et en fait, le film, il a ce génie-là, c'est qu'au moment où tu sens une forme de saturation, avec le personnage d'ailleurs, qui est vraiment perdu dans cette errance ou ses souvenirs, le spectateur, il est avec. Et bien, il y a un moment, bon, il se passe un truc dans une salle de cinéma, en plus, hein, parce que là, il y a une convocation méta mise en abîme. Et bien, il y a ce retournement. Et là, le film part ailleurs. Et avec ce qui se passe dans la deuxième partie, et là, je m'en fiche, hein, j'annonce, on spoil. À un moment, enfin, et franchement, je vous le dis, ça veut rien. C'est pas qu'on spoil. Ce film, vous pouvez tout savoir. Enfin, vous pouvez avoir tout vu du film, tout savoir du film. Il faut le vivre, le film. Il faut le vivre. Donc là, on spoil ce qui se passe dans la deuxième partie. Il y a un retournement où le personnage, comme le spectateur, est appelé, ou enfin, le personnage met des lunettes 3D. Il est au cinéma, et le spectateur est appelé à ce qu'on mette des lunettes 3D. Alors bon, moi, j'ai pas pu, hein, parce qu'à la maison, on peut pas. Donc au cinéma, il y a une version 3D de cette deuxième partie où on bascule, clairement, avec le personnage. Et là, on ne sait plus si c'est le rêve ou la réalité. D'ailleurs, n'est-ce pas un mix d'une illusion et des souvenirs mélangés? Probablement. Je pense que ça devient une sorte de film de fantôme, d'ailleurs, à ce moment-là, parce qu'il y a eu un meurtre avant. Enfin, on peut imaginer beaucoup de choses. Le fantôme de la culpabilité, cette dernière partie, selon moi. L'impossible quête illusoire de quelqu'un et la culpabilité un petit peu mélangée. C'est comme ça, il y a plusieurs personnages qui se mélangeaient en un. Enfin, bref, on retrouve les personnages des souvenirs d'avant dans d'autres rôles dans la deuxième partie. Et là, on a ce plan séquence de plus d'une heure, je crois. Hein. Je sais plus, 59 minutes, je crois. Oui, par là. Oui. Le film dure à peu près 2h20, 2h15, quelque chose comme ça. Et t'as un plan séquence. Alors, tu traverses l'écran, en fait, dans ce plan séquence. Tu as l'impression que le personnage voit le film qu'on voit dans la deuxième partie. Moi, j'ai ressenti ça. Hein. Et voit le film de ses souvenirs et de son rêve. Et là, pendant 59 minutes, il va retrouver cette femme. Mais en fait, cette femme, ce n'est pas cette femme. Mais c'est quand même cette femme. Et c'est surtout qu'on va passer dans... Voilà, on prend une sorte de Minecraft. Hein, tiens, si vous voulez, on va dans une mine et on rentre dans un autre univers. C'est à la fois très réel, mais c'est complètement impossible. D'ailleurs, le petit garçon qu'il rencontre, avec qui il joue au ping-pong, il le dit lui-même, je suis un fantôme. Il le dit à un moment. Il y a un dialogue comme ça. Et là, on ne sait plus où on est. Mais en ne sachant plus où on est, comme le personnage, en fait, on se retrouve. Moi, spectateur, je me suis retrouvé à ce moment-là. Et le protagoniste semble se retrouver aussi dans cet endroit qui est très palpable. Hein. D'ailleurs, tout a été reconstruit pour le tournage. C'est assez génial, ça. Enfin, reconstruit. Ils ont pris des lieux, ils ont reconstruit des trucs en plus, etc. Tout est très palpable, mais on est dans un ailleurs, dans une réalité alternative, si on veut. Et ce qui se passe, c'est très fluide, en fait. C'est presque comme si, pendant la première partie, bon, il y avait cette culpabilité de cette femme qu'il ne retrouvera peut-être jamais, au final. Et là, il se donne une nouvelle chance en rencontrant quelqu'un d'autre. Et il va se passer quelque chose. Et tu as l'impression, d'ailleurs, qu'il va passer des étapes. Là. Hop, il gagne au ping-pong, donc il a le droit de passer à l'étape supérieure. C'est comme un jeu vidéo. Oui. Hein. Puis après, tu as la partie de billard avec les malfrats. Bon, alors, on peut passer à autre chose, etc., etc. Puis les feux de Bengale qui représentent l'éphémère, alors que lui qui était en quête d'immortalité, là, c'est intéressant, ça. Et le film, qui essayait de s'inscrire dans une forme de fausse immortalité, accepte l'éphémère de cette situation. Et puis après, il y a l'un des plus beaux plans du film, c'est le baiser final. Parce qu'à la fin, c'est une happy end. Ils s'embrassent, ces deux personnages, et c'est Vertigo. On est d'accord. Et on revient toujours à Vertigo, d'ailleurs. C'est incroyable, ça. Dans Sans Soleil ou dans La Jetée, tiens, de Chris Marker, on revenait à Vertigo. T'as l'impression que Vertigo est un film matriciel de beaucoup de choses. Oh bah oui, alors là,
Alors, on Ah réinvente non, mais pas là, le c'est choix en disant la ça, fin. En mais plus, c'est évident que c'est référence à Vertigo. ah bah oui, C'est, bien sûr. Mais et c'est c'est génial alors là, parce que le film se ouais, retrouve, en fait. Mais en fait, on se perd. Enfin, au moment où on se perd dans cette deuxième partie, on se retrouve et le personnage se retrouve. Moi, la bascule, elle est là, c'est que tu as une inversion de ce qui devrait être. tout Et à tu t'en fait, fous de tout à fait. l'intrigue, Non, en mais fait, au final. Hein. c'est Ouais. tu dis qu'on s'en fout de l'intrigue? Bah, au final, c'est le style de film qu'il faut montrer et après expliciter à des gens pour leur dire, vous voyez, le cinéma, bon, c'est une expérience, c'est pas que l'intrigue qui va compter. C'est que vous pouvez rien comprendre d'un film sur le papier et ressortir de là subjugué. Je pense que c'est un des exemples, en fait, ce film. Parce que, Et crois-moi, on est d'accord qu'à la fin, toi et moi, on n'a rien pigé, quoi. Enfin, tu vois ce que je alors, veux bah, dire. écoute, moi, la 1re fois, c'est clair que non. La deuxième Voilà. fois, j'ai de toute façon, j'essayais plus du tout de m'accrocher Oui. à l'histoire, mais en laissant quand même le film, germer et puis en le revoyant quand même. Là, je l'ai pas revu pour l'émission, mais je l'ai vu au moins 6 ou 7 fois, sur ces 4 dernières années, donc je l'ai quand même très, très bien en tête. Il y a clairement, une histoire, un déroulé, et après la question, mais là, c'est une question beaucoup plus générale sur le cinéma et sur ce qu'on convoque en fait, comme forme et j'allais dire, méthodiquement, la façon dont tu penses un film et dont tu penses en fait, la manière dont tu fais du cinéma ou l'explores en tant que spectateur aussi, ou spectatrice. Mais si tu veux, là, c'est intéressant parce que encore une fois, tu as envoyé beaucoup de pistes. Je reviendrai sur globalement celle à la fois du jeu vidéo et puis celle de l'explication, on va dire, euh, interprétative, sur la narration, sur le scénario, etc. Je pense qu'on a vécu une espèce d'éclatement. J'en parle assez souvent dans les années 90, à la fois parce que le cinéma s'est très largement mondialisé, à la fois dans la production, ça c'est assez évident, mais c'est surtout dans l'interpénétration en fait des cinémas, d'une zone du monde à une autre zone du monde. Et c'est amusant parce que moi, un point à partir duquel je vais partir pour ensuite étayer un peu ce que je veux dire, c'est que je me souviens, alors je ne sais plus qui, je crois que c'était assez collectif, mais qui disait que Wong Kar-wai, dans les années 90-2000, on va dire vraiment dans l'avant In the Mood for Love, enfin, jusqu'à In the Mood for Love, était surnommé comme le Tarantino asiatique, parce qu'ils ont, enfin, ce sont 2 cinéastes, bon, encore une fois, le mot valise de postmodernisme revient, mais globalement qui ont explosé à peu près à la même période. Et je trouve que Bigan s'inscrit également là-dedans, quoi. Peut-être trop tard, entre guillemets, aux yeux de certains ou de certaines. Moi, encore une fois, j'apprécie profondément le film et je continue d'y trouver un, un voyage, hein, évidemment. Enfin, je veux dire, de toute façon, j'ai grandi avec le film, donc il y a un rapport subjectif qu'on peut dompter, qu'on peut éduquer, mais qui reste. Enfin, il y a une attache au film qui est assez indépassable, je crois, hein, en tout cas, c'est dans la façon dont je le revois régulièrement. Mais il est indéniable que le film est très construit, très pensé, très appliqué. Très appliqué. Moi, ça me fait penser aussi d'ailleurs à Ari Aster quand il fait Hérédité. C'est un film de premier de la classe. C'est un film qui a vraiment répété ses gammes et qui, contrairement justement à ses références, et part quand même avec un capital assez installé. Donc, là où Bigan y trouve sa singularité, c'est à travers quelque chose qui aujourd'hui me parle de moins en moins. Alors, dans le cas de ce film-là, encore une fois, je continue de l'apprécier, mais c'est vraiment la démonstration de force stylistique et technique. C'est-à-dire que s'il est évident, enfin, aujourd'hui, ça me paraît évident parce que j'ai découvert leur film suite à Un grand voyage dans la nuit et grâce à celui-là. Et c'est pour ça que je fais le lien aussi avec Tarantino au niveau cinéphilique, parce qu'il y a beaucoup de personnes, enfin en général, pas que des cinéphiles, mais globalement des spectateuristes,
qui découvrent d'autres cinémas que celui de Tarantino parce que Tarantino réinvoque des formes. Voilà. Et j'allais dire, oui, que le cinéma de Wu Shaoxian, notamment Goodbye Sauce Goodbye et Millennium Mambo, dont d'ailleurs Bigan, il a fait appel à Lim Jong, qui est le compositeur de Wu Shaoxian, mais aussi du coup Wong Kar-wai, je le citais à l'instant. Tsai Ming-liang, que je suis en train de découvrir, là j'en ai vu 4 ou 5, avec notamment les Rebelles du Dieu Néon, et aussi évidemment ce qui moi est celui que je préfère pour le moment, qui est Goodbye Dragon Inn. Tous ces cinéastes asiatiques là, quoi. Et puis Vera Stakul, hein, là quand même, Vera Stakul, encore une fois je reprends les propos de Jackie Goldberg, hein, je m'en cache pas, mais sur ce qui est quand même assez évident, hein, de manière générale, la structure en 2 parties que Vera Stakul a vraiment, on va dire, popularisé, masterisé, enfin, je sais pas quel terme utiliser, mais si tu veux, entre Blissfully Yours, Tropical Malady, même dans Bunmi, il y a un peu de ça, et puis dans Memoria, évidemment, c'est aussi le cas. Vraiment, ces effets de bascule, quoi. Et je crois qu'il y a, tu vois, c'est marrant parce que quand on commence à égrener les références de Hitchcock, Tarkovsky, Lynch, même Alain Resnais aussi, que Goldberg citait très, très juste, tout ça, tu te dis quand même que, bon, à quel moment est-ce que le cinéma s'essouffle ou redémarre? Parce que moi, je considère qu'il y a quand même une espèce de micro-âge d'or sur le début des années 2000. J'ai une collection de films à cet endroit-là aussi, entre Tropical Malady, Millennium Mambo, In the Mood for Love, Mulholland Drive et justement Goodbye Dragon Inn. Enfin bon, une espèce de pivot qui se passe là. Et si tu acceptes Mulholland Drive, c'est vraiment des films asiatiques. Et je crois que c'était Toré, hein, sans doute, Jean-Baptiste, qui parlait du fait que Michael Mann avait pigé à ce moment-là que, en gros, ça se passait en Asie, si tu veux, hein, que le passage du siècle et la vitalité du cinéma, elle trouvait une espèce d'intensité particulière dans cette zone-là. Et c'est pas pour rien que de Miami Vice à Black Hat, enfin Hacker, en date, son dernier film avant Ferrari, va se diriger vers l'Asie. Et je crois en fait que de façon assez, on va dire, amusante, enfin bon, cocasse, Un grand voyage vers la nuit est un film qui sort un peu tard. Si tu découvres tous ces cinéastes-là, tu te dis, est-ce que le film sort pas un peu tard? Alors moi, de mon point de vue, forcément, comme j'ai vu ce film-là avant les autres, encore une fois, c'est comme quand tu découvres Kill Bill. Enfin, je prends un autre exemple de film matriciel pour moi. C'est génial. Et on reprend la structure, encore une fois, de jeu vidéo, parce que dans le premier Kill Bill, tu as vraiment cette sensation, tu sais, de passer d'un régime d'image ou d'un genre à un autre, en fonction des personnes sur la liste là qu'elle doit assassiner, quoi. Et il y a un peu de ça, je trouve, chez Bigan. Tu vois, cette espèce de jeu sur l'histoire du cinéma. Alors après, la question, c'est qu'est-ce que le film est? Une fois que tu fais cette opération de déconstruction et de dénaturation du film, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste pour toi? Justement, pour moi, c'est une expérience. Et je pense, franchement, que c'est un film à part. Je garde ce film comme une expérience à part parce que déjà, de toute façon, oui, le cinéma s'inspire depuis le début du cinéma et même d'autres arts, etc. Si on veut fouiller à chaque fois, chaque œuvre va avoir une référence à un truc qui va avoir une référence. Mais c'est ça qui est génial d'ailleurs. C'est que là, j'ai vu en ce film quelque chose de très singulier, tout en étant très influencé et ouvertement, parce qu'il s'en cache pas, et c'est très bien. C'est qu'il est très honnête là-dessus, tout en ayant ses références. Mais il prend ces références-là, il nous plonge dans une atmosphère, oui, c'est très lynchien. Oui, on peut même avoir du Gaspard Noé, Enter the Void, presque, si tu veux. Hein. De le côté, bon, que le début. Le tout début, tu peux imaginer que ce serait du Gaspard Noé. Hein. Le tout début avec la prostituée et tout derrière. Non, mais ça, il se réveille. Pourquoi pas hein. Pourquoi pas tu peux, tout ça. Stalker, Tarkovsky, même le jeu sur le temps. Même qu'à un moment, il arrête le temps. Bigan arrête le temps. Dans les souvenirs, il arrête parce qu'il y a cette horloge qui est arrêtée. C'est ça aussi. Et le temps, il est arrêté à la fois dans la diégèse et extra-diégétiquement après avec ce qu'il va en faire à la fin.
Et tout ce final-là, ce côté jeu vidéo, je suis pas un gamer, hein, mais j'ai été très touché par cette approche. De toute façon, déjà dans le film, tu as des petits moments où tu as déjà le côté point de vue jeu vidéo. Par exemple, tu as une scène où il suit en voiture la femme, et hop, Tout à fait. en fait, c'est de son point de vue, comme ça. Il y a des petits trucs comme ça. La caméra, elle va rentrer dans le point de vue du personnage. Des fois, elle en sort, etc. Des fois, elle erre comme une sorte de fantôme. Il y a presque... Oui, on pourrait y voir une forme de film de fantôme aussi, hein. Je sais que ça peut être très cher à Artopolis. Je ne sais pas si Artopolis a vu ce film, d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a des choses... Sans doute, oui. Ça le toucherait beaucoup, je pense, sur certains points. Et puis, oui, il y a tout ce final... Et alors, oui, alors la prouesse technique, elle est là. Tiens, c'est marrant, tu parlais d'Hérédité tout à l'heure, film de premier de la classe. Paradoxalement, je le rapprocherais plus à Boys Afraid, hein, d'Ari Aster, dans ce côté progression, step by step, plusieurs films dans le film. Je trouve pas, parce que bon, peut-être dans la ouais, peut-être sauf la fin. Sauf la fin. Il n'y a pas de bite en plastique, hein, à la fin de Grand Voyage. Non, mais pas que ça, mais c'est que non, mais stylistiquement, Aster, alors je sais pas s'il trouve sa forme dans Boys of Red, mais en tout cas, il fait complètement exploser toute la minutie qu'il avait installée dans Hérédité et Midsommar. Alors que Bigan, je pense que c'est le film d'après Kylie Blues et Un grand voyage de la nuit, qui sera possiblement son Boys of Red. S'il fait lui aussi, comme Damien Chazelle ou Ari Aster, un film kamikaze. J'y crois pas. Je pense que c'est quand même très hollywoodien comme façon de s'auto. Après, j'aime bien Babylone et Boys of Red, mais c'est quand même des films suicidaires. Je pense pas qu'un grand voyage vers la nuit soit suicidaire. Tu vois, je pense que c'est plutôt non, mais tu vois, on parle de la prouesse technique. Je pense que Bigan, là non plus, s'en cache pas. Oui, il a voulu faire une prouesse technique, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une interview, par exemple, d'un des chefs-op du film, parce qu'il y a eu plusieurs chefs-op. Ça, c'est très intéressant. Il a pris plusieurs chefs-op, ce qui confirme l'idée qu'il y ait plusieurs films dans le film, d'ailleurs. Mais il y a une cohérence, hein, par contre. Il y a un chef-op français qui a été convoqué pour le plan séquence. C'est lui qui l'a mis en place, hein. David Chisalé, qui explique d'ailleurs qu'il ne parlait pas chinois et Bigan parle à peine anglais, donc déjà niveau communication, ça a été bien compliqué, et que David Chisalé, il a dû presque, pas improviser, mais ils ont pratiquement dû improviser des trucs par rapport à ce qui allait se passer. Et c'est pour ça que je parlais de jeux vidéo. Parce que le plan séquence final, il suffit qu'un truc rate, par exemple. Ça change tout. Bon, le ping-pong à la rigueur, mais ça c'est Jackie Goldberg, hein, qui en parle aussi, hein. Le ping-pong, à la rigueur, bon, tu peux retourner la scène. Mais après, le billard, etc., je suis persuadé que, sur le moment, bon, il y avait un planning, évidemment, c'est quand même, c'est à couteau, un plan séquence. Mais qu'il y avait possibilité d'improvisation, et à mon avis, de l'improvisation aussi, et le droit à l'erreur. Et en fait, ce plan séquence, bon, souvent, les plans séquences, comme ça, ils sont tournés avec des faux cuts. Je crois qu'ici, il me semble qu'il y en a peut-être un moment où il y a le cheval qui s'emballe, avec les pommes qui tombent, parce qu'il y a tout le motif des pommes et tout, parce que le cheval qui s'emballe très vite devant la caméra, ça peut être l'occasion de repartir. Ça peut. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu de triche, hein, dans ce plan séquence. Ce qu'on croit, enfin, en tout cas, des quelques personnes à qui j'ai montré le film, souvent, il ou elle désigne le moment où ils accrochent la caméra sur une tyrolienne comme étant « Ah bah là, c'est sûr qu'ils coupent ». Mais je pense pas. Je pense vraiment que le plan se poursuit grâce à la tyrolienne. Parce que, en plus, je crois que ça a été dit dans cette interview-là en question, c'est que justement, ils ont laissé les personnages partir, parce qu'à un moment, ils se sont rendus compte, bon, le temps d'accrocher le truc, mais que le plan d'ensemble était magnifique aussi, et qu'au final, ils s'en sont servis. Et après, on sent presque un mini soubresaut, comme quoi la caméra est mise sur la tyrolienne, quand même. Puis là, c'est point de vue. C'est très drôle parce que après, je veux vraiment qu'on revienne sur le temps et sur la façon dont on peut traiter du sujet, et puis ensuite conclure sur le cinéma en général. Mais juste sur l'aspect technique, alors on en pense ce qu'on veut. Moi, j'aime bien regarder ce qu'il fait. Marty, la séance de Marty. Il avait posé cette question, tu sais, enfin si tu les as vus, c'était sur les textures au cinéma, sur Rétine et Pupille, je crois, la première partie, où il y avait cette question qui était posée avec l'avènement du numérique, est-ce qu'on continue de se poser la question de comment ont-ils fait ? Est-ce qu'on continue d'avoir des espèces de moments d'émerveillement devant des prouesses techniques au cinéma ? Et le fait que Bigan n'use pas justement d'effets numériques surabondants
pour provoquer cette espèce de tension dont parle Goldberg, tu sais, comme tu dis, sur le fait que faut imaginer quand même un arbre de probabilité par rapport au plan, parce que s'il y a quelque chose qui rate, qu'est-ce qui se passe? Et comment est-ce que se maintient le processus? Ce qui n'est pas le cas dans Birdman, que j'aime aussi beaucoup, alors pour des raisons complètement différentes de Un Grand Voyage, mais là, pour le coup, il est très clair que le plan séquence unique est ultra truqué, qu'en fait, il est divisé en 12 ou 14 plans, enfin, je sais plus. Mais après, en gros, je reprends les termes de Yannick Dahan, mais en gros, il refait Gravity dans un théâtre. Pas de souci, tu vois. C'est authentiquement technique, et ce qu'il fait dans Bardo ressemble à ça. Big Gun, il n'est pas. Je n'ai jamais lu un comparatif entre Big Gun et Iñárritu, mais on pourrait. C'est un peu cynique en faire. Je pense pas. Je pense vraiment que Big Gun, il a un rapport à la technique qui est beaucoup plus enfantin, en fait. Qui est beaucoup et puis c'est narratif. Parce que là, son plan séquence, il est narratif et il n'est pas dans le spectaculaire, le plan séquence. Parce que là, tu parles de Birdman, on peut parler de 1917 aussi, où forcément, la caméra, elle bouge. La caméra, elle bouge, et puis dans 1917, on les voit, les faux raccords. On les voit. On les voit. Non, mais enfin, bon, je vais pas revenir sur 1917 parce que pour le coup, pour faire simple, 1917, en soi, ça aurait pu être un bon film, mais c'était pas besoin d'en faire un plan séquence unique. Ça servait à rien, en fait, dans le truc. Mais là, tu vois ce plan séquence à la fin. Il prend son temps, puisqu'en transition vers le temps, ce plan séquence inscrit le temps. Enfin, c'est pas, tu vois, le plan séquence, à un certain moment, dans n'importe quelle imagination de cinéaste, dans un film autre, le plan sur la tyrolienne, il y aurait eu un cut et on les aurait retrouvés en bas, quoi. Non, là, mais alors on prend le temps. Parce qu'il faut faire arriver les acteurs en bas. Ça prend bien 2 minutes, voire 3 minutes. Mais c'est génial parce que tu vois les lieux. Et en fait, ce plan séquence, il montre le temps réel. Alors, dans une réalité qui n'est pas réelle. Et ben voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est que Goldberg le rappelle, ça c'est ce qu'a théorisé Bazin. De dire le plan séquence, c'est le réel. Bon, mais c'est quand même un débat, ancestral et qui date vraiment des origines du cinéma. C'est à savoir, ça veut absolument rien dire, ce que je veux dire, mais le vrai cinéma. Bon, est-ce que c'est le cinéma du découpage ou est-ce que c'est le cinéma du plan séquence? C'est-à-dire lequel des deux rend compte de ce que le cinéma est capable de faire. Bon, aujourd'hui, je pense que le choix en fait technique et tout choix de mise en scène de manière générale est au service d'un projet plus général. Et encore une fois, je ne pense pas que Big Gun, son objectif avec Un Grand Voyage à la nuit, c'était simplement d'en foutre plein les yeux en faisant un plan séquence. Pas du tout. Simplement, il ne fait pas des plans séquences comme Hong Sang-soo en fait. C'est pas du tout fixe. Le plan séquence, il est quand même spectaculaire. C'est peut-être pas fait dans une démarche je sais pas comment dire, mais pas de parc d'attraction, quoi. Enfin, je veux dire, moi j'ai un peu cette impression là avec 1917 par exemple, et c'est ce qui me rend le film très désagréable, quoi. Surtout sur un sujet pareil. Bon, après je vais pas rentrer dans de la moraline, mais bref, c'est pas le cas chez Big Gun, quoi. En tout cas pas à mon sens. On en revient là. C'est ça. Oui. Sur ce plan séquence là. Qui montre le temps, un temps qui est censé être réel, mais on est dans une forme d'irréalité. Alors, c'est paradoxe. Ça. Et parce qu'il y a cette 3D aussi, qui rend... Alors, moi, je ne l'ai pas vu avec 3D, mais j'imagine que ça rend le truc encore plus... Tu as l'impression d'être dans le rêve, en fait, dans ce plan séquence. Et ben voilà, et c'est là où à la fois c'est la force et ou la faiblesse du film. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est intensément subjectif et ça correspond vraiment à la façon dont tu bascules et dont tu acceptes en fait, le processus. Mais si on considère que la première partie, qui est faite de flashbacks et de cette narration éclatée, serait plus réelle, donc elle relaterait en tout cas de la réalité du personnage. Étant donné qu'elle est déjà filmée dans une atmosphère onirique, la bascule peut ne pas avoir lieu. On peut tout à fait en fait considérer que le film était déjà onirique dès le début et qu'en fait le plan séquence est effectivement artificiel. Encore une fois, c'est pas mon cas. Moi, il y a un vrai saut en fait dans la deuxième partie du fait que cette deuxième partie, qui est
donc qui joue avec la figure du plan séquence, qui est censé représenter le réel et qui en fait correspond à une partie plus onirique encore que la première, si tu veux. Bon, la bascule peut ne pas fonctionner au niveau tonal, puisqu'on est dans les deux cas dans un cadre assez onirique. Mais le fait est que quand même, la deuxième partie appartient à un espace-temps différent. Et c'est là où, en fait, le jeu sur le temps, c'est une chose, mais le jeu sur l'espace en est une autre. Parce que, évidemment, un plan séquence qui, en plus, n'est pas fixe, joue avec l'espace. Bon, un plan séquence fixe joue avec l'espace aussi. Mais je veux dire, là, il y a un jeu de mouvement de l'appareil de captation, de l'appareil de caméra. Et donc, qui dit mouvement, on dit quand même considération spatiale. Et moi, c'est en fait à partir de la considération spatiale que je suis subjugué par la deuxième partie. Et il y a vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais la façon dont il va filmer le personnage monter un escalier, passer d'un lieu à un autre, et c'est le rapport à l'espace et le rapport au changement de lieu, moi, qui m'étonne, quoi. Plus que le fait qu'il n'y ait pas de coupe. À la limite, le plan, il ne serait pas réellement, et j'allais dire, pour reprendre le thème du premier de la classe, il ne serait pas scrupuleusement unique, comme il l'est, par exemple, dans l'Arche russe de Sokourov ou dans Victoria, mais qu'en fait, c'était des plans séquences racoleurs, justement, lapsus, accolés les uns les autres, ça m'aurait pas dérangé, dans la mesure où, de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont le rêve est représenté. Et ça, il le dit à un moment, tu sais, il y a cette réplique, les films sont faux parce qu'ils sont découpés dans un certain ordre, alors que dans la mémoire, / le rêve, parce que tu invoques un souvenir ou que tu sois en état de rêve, quoi. J'ai plus l'adjectif qui me vient. Eh bien, il n'y a justement pas de chronologie. Les images arrivent tout en même temps. C'est ce qui est dit il y a cette réplique dans le film. Et ça, c'est traduit. C'est traduit dans le film, dans la mesure où tu as ce découpage quand même très, très net dans la première partie, et cet écrasement, enfin, je veux dire, ce retour à une temporalité linéaire dans la deuxième partie. Et là, tu vois, moi, je pense à ça aussi. Un film qui formellement traduit ce qu'il théorise. Enfin, je ne sais pas s'il a vraiment s'il cherche à théoriser quelque chose sur le cinéma ou sur le temps. D'ailleurs, c'est un défaut qu'on pourrait lui trouver, de dire justement qu'il est peut-être un peu procédurier. Et bien moi, ça me touche malgré tout. Après, c'est mon rapport peut-être un peu intellectuel à la chose, de me dire, bon, le film est structuré par rapport à ce qu'il dit. Tu vois, et le rapport entre... je trouve ça débile de séparer fond et forme, parce que les deux sont censés justement être corrélés. Et voilà. Et ça, du coup, là où je voulais en venir, c'est que le point, parce que c'est comme ça le sens de ta toute première question, c'était quel était ce point à partir duquel Un grand voyage vers la nuit a été révélateur pour toi. Eh bien, je l'ai compris récemment. Je l'ai compris récemment parce que il y a une interview, je crois que c'était Samir qui l'avait faite, des gars du Cinéma est mort, et je crois que c'était Antonin qui avait dit que Bégodeau, dans La gêne occasionnée, mais d'une manière générale dans sa façon de faire des critiques, il avait trouvé un axe qui était le terme là qui surutilise de réel, et que c'est autour du réel qu'il axe globalement son rapport au cinéma et sa façon de critiquer. Et ben moi, j'ai été obsédé par cette question de manière éternelle. Quel serait le point de focalisation primordial, vraiment j'allais dire le tronc à partir duquel j'ai... Oula, ça tremble de partout. Je ne sais pas pourquoi. Le tronc à partir du tremblement de terre au moment où je révèle ça. Quel serait le point focal à partir duquel
je construis mon rapport au cinéma et j'ai compris, me semble-t-il, que ce serait le rapport au vide, et le rapport à l'évidement et le rapport à la, ce qui, au niveau colorimétrique, correspondrait au blanc, ou au niveau sonore correspondrait au silence, c'est-à-dire le point de base à partir duquel tout apparaît. Et le rapport au vide, je m'aperçois, je suis encore en réflexion là-dessus, tu vois, mais je m'aperçois que là, bon, sans vouloir spoiler, on a un petit projet autour de Godard avec Samir, et je m'aperçois que ce soit chez Godard, ou que ce soit chez Tsai Ming-liang, que je découvre encore une fois en ce moment, ou que ce soit chez Bigan, du coup, ou chez tous les cinéastes autour desquels on tourne, et puis c'est aussi pour ça que je voulais faire cette émission, et puis faire le lien avec cette collection de films Pacifiction, Memoria, etc. Et ben, le vide et le rapport à l'évidement, je le trouve commun, en fait. Que ce soit dans un film très long où il se passe rien, ou dans un film plus court comme celui de Sang-So, où en fait on va aller à l'épure et de la mise en scène et des rapports relationnels entre les personnages, c'est le vide intrinsèque, en fait, de toute la matière, quoi, qui me stimule. Et donc le vide dans ce film-là, eh bien je le retrouve justement dans ce voyage, quoi, dans cette. Alors, on pourra ironiser en disant que le film est vide, hein, pour les cyniques qui aiment pas le geste de Bigan, mais moi c'est vraiment un rapport à l'espace, quoi, et au fait que cette deuxième partie n'est ni un rêve, ni un souvenir, mais vraiment un pur espace de cinéma Oui, dans lequel tu joues, bien quoi. sûr. Et Tu vois d'ailleurs, quelque part, on pourrait presque pousser le truc en disant que le personnage du film, à un moment, accepte une certaine idée, arrive à faire le vide dans cette salle de cinéma en mettant ses lunettes, et se Tout à fait. laisse transporter dans ce qui va se passer pendant 1 heure. Et à contrario, le film commence, mais à l'inverse, par un plan séquence cependant. Enfin, après le petit passage karaoké, voyage astral, tout ça si on veut, il y a quand même un plan séquence fixe du Ouais. réveil, avec le miroir derrière, et cette prostituée, ça dure pendant cette discussion-là. C'est marrant parce qu'il y a le plan séquence fixe, et après, le film va finir sur un plan séquence en mouvement avec, comme tu le dis, l'occupation de l'espace. On a l'impression justement, oui, que tout ce qui peut se passer autour de cet espace cinématographique, de ces lieux qui ont été reconstruits, et on le sent d'ailleurs que c'est un lieu cinématographique qui est reconstruit, avec cette mine, ce tyrolienne, ça paraît pas réel, ça, c'est du cinéma. Eh bien là, tout ce qu'il y a autour, c'est le vide autour. Tu es dans un petit univers, tu as presque un studio en plein air, et le film pousse même le bouchon à finir par un plan séquence en mouvement qui tourne. Tout Alors à en fait. plus, cinématographiquement, ça renvoie à un plan culte de Vertigo, qui est un film qui a inspiré plein de trucs de toute façon. D'ailleurs, dans Vertigo, à ce moment-là, le personnage principal retrouve son illusion et fait peut-être le vide d'une certaine manière aussi, en acceptant que c'est pas la réalité, ou qu'il arrive à vivre un moment parfait sur l'instant. Donc tout ce qui est autour, il fait le vide parce qu'il a ce moment présent. Et d'ailleurs, c'est ça. C'est ça. C'est ces 59 dernières minutes, c'est tu te laisses aller dans le moment présent de ce qui se passe. Et le spectateur fait Exactement. pareil. Et c'est là où on arrive au côté méditatif de cette fin de film, comme on peut l'avoir dans Memoria, comme on peut l'avoir dans Pacifiction, quand on Exactement. voit ces deux personnages dans cette maison tarkovskienne, et après l'autre, notre cher De Roller, Magimel, qui invoque la pluie et tout, le vide. On rentre dans une autre réalité qui est du cinéma, oui, c'est vrai. C'est pas le rêve, l'illusion, La même le mémoire ou autre. souvenir et Oui. tout. Bah, la mémoire un peu, mais la mémoire de quoi? La mémoire du cinéma, justement, tiens. D'où les références dans le film, en fait. Et pourquoi pas, Les franchement, pourquoi pas. références, elles sont là parce qu'il convoque sa mémoire du cinéma aussi, Tout à pour fait. invoquer ici le cinéma. Et en fait, il fait un film de cinéma. Et c'est pas pour rien que cette dernière séquence commence dans une salle de cinéma. C'est une projection, hein. C'est une projection. Mais oui, bien sûr, Donc, bien sûr. on y arrive. C'est amusant parce que, bon, là, je donne juste la date. On est le 16 juin, il est 18h43, donc j'ai checké très rapidement. Je confirme qu'il y a bien eu un tremblement de terre à La Rochelle. C'est chaud. Du Ouais, coup, c'est incroyable. c'est très drôle. Le C'est très, grand très drôle. voyage, c'est Et le vide. Là, c'est pas le vide, du coup. alors, Heureusement, c'est je pas tombé dans le vide. je suis content que tu aies capté globalement, hein, ce que je voulais dire, parce que j'ai pas l'impression d'avoir été très, très
rigoureux et précis dans la manière dont le vide s'incarnait pour moi dans le film de Bigan, et dans quelle mesure est-ce que ça a été révélateur pour moi. Mais t'as pigé complètement à partir du jeu cartographique de référence auquel je suis attaché. Et c'est vrai que oui, voilà, encore une fois, hein, c'est un film qu'on peut considérer tout comme le cinéma de Tarantino ou le cinéma postmoderne de manière générale, qui est très construit à partir de toute une histoire, et qui par ailleurs est très pensé, c'est sûr que c'est un cinéma de la maîtrise, hein. C'est pas c'est typiquement quelque chose que moi aujourd'hui je reprocherais pas, mais en tout cas qui m'éloigne de Bong Joon-ho. Exemplairement, Ouais. qui est un cinéaste pour lequel j'ai beaucoup d'admiration a priori, hein, évidemment. Je n'ai pas commencé à remettre en question son importance, mais c'est un cinéma qui, sauf peut-être dans Memories of Murder justement, qui je trouve est tellement parfait, tellement surpensé que voilà, j'ai du mal à complètement me laisser aller par le processus. Alors que par ailleurs, je suis admiratif j'aime toujours énormément Kubrick, Fincher, Michael Mann et autres cinéastes des purs control freaks. Et donc c'est ça, tu vois, ça me pose vraiment des questions intéressantes. Et Bigan a fait partie des cinéastes qui m'ont posé ce genre de questions-là. En plus, c'est drôle parce que ça arrivait au même moment que Once Upon a Time in Hollywood ou que Under the Silver Lake, qui sont aussi des films assez on va dire, référencés, et qui sont là aussi très très pensés. Bon, et tu vois, Under the Silver Lake aussi, on a dit que c'était lynchien. Comme quoi, je reviens sur ce terme-là parce que moi je trouve que c'est un peu bon, c'est un terme valise là aussi. Je pense que voilà, on se posait la question avant de commencer l'émission, de savoir est-ce qu'on pourrait pas trouver pour poursuivre un peu cette série d'émissions et de retours sur quelques films rétro. Enfin, quoique non, Memory et Pacifiction, c'était quand même relativement d'actualité. Mais de savoir est-ce qu'on pourrait pas trouver des films, en tout cas de cette mouvance-là, mais qui seraient clairement occidentaux, américains ou européens. Et en fait, aux États-Unis, c'est vrai que Lynch est quand même le seul nom qui nous paraît vraiment directement connecté à ce rapport-là, quoi. C'est justement l'intérêt aussi de ce podcast, c'est que justement dans les commentaires, là, si vous avez des idées, si vous avez d'autres films dans le genre Memoria, Pacifiction, Un grand voyage vers la nuit, qui arrivent à faire une forme d'abstraction avec une bascule, qui nous plonge dans une forme de vide, si on veut, du cinéma lynchien, mais genre d'un autre cinéaste européen ou américain, pourquoi pas? Mais même si vous avez d'autres exemples asiatiques, hein, on prend, hein, africains, tout ça, on prend, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que de toute façon, et c'est ça, c'est intéressant de conclure là-dessus, c'est que c'est un film ouvertement de cinéma sur le cinéma. On ne peut pas reprocher à Bigan de convoquer des choses, mais il le fait avec sa vision très sincère. Et croyez-moi, on ne va pas revenir dans une zone spoiler, puisqu'on conclut tout ici, mais la dernière heure du film, vous ne la verrez pas ailleurs. Il y a une ambiance, franchement, quand même, dans le côté éthéré, justement, diffus, de ce vide, de ce qui se passe. Je ne pense pas qu'on l'ait vu ailleurs, vraiment. Donc, il a ça. Et d'ailleurs, d'après le chef-op français qui a participé à ce passage-là, il n'y avait pas de scénario. Bigan, il n'avait pas un scénario préécrit. Le film, il n'a pas de scénario préécrit, apparemment. C'est qu'il avait des tu vois, sur le fait de faire éclater le scénario, alors c'est pas tout à fait onirique, mais clairement, moi, alors c'est drôle, ça va faire le lien avec la prochaine émission qu'on a envie de faire. Le lien, disons, la famille qui relie Malik et Keshish. Bon, enfin, Malik et Keshish, on les compare par rapport à la caméra portée et le côté très très solaire. Bon, c'est encore une fois un mot un peu galvaudé, mais bon. Mais typiquement, c'est des cinéastes qui n'ont pas besoin de surécrire un scénario avant de se lancer dans un monde et dans un moule qui est vraiment celui qui sort complètement de leur imaginaire. Ouais, c'est ça. On pourrait citer un autre cinéaste aussi. On pourrait citer Nicolas Perrault aussi, alias Artopolis. Mais bien sûr, évidemment.
Mais évidemment. sincèrement, il a aussi ce C'est vrai, côté-là. non, non, mais alors, mais Voilà. totalement. Nico, Nico, il est complètement imprégné de. Bah, c'est un Tarkovsky et Lynch Zouz, quoi. Ouais, mais il a son Ça côté fait pas. aussi, il y a quelque chose dans son approche. Mais voilà, bah, de toute façon, je pense que c'est bien de conclure ainsi parce que c'est une porte ouverte, hein, ce podcast. Là, on en a parlé pendant presque 1 heure de ce film, mais on ne ferme aucune porte, hein. N'hésitez pas en commentaire à ouvrir d'autres perspectives parce Complètement. que je pense qu'il y a des gens qui ont senti le film différemment, hein. Ce serait intéressant aussi d'avoir des commentaires de personnes qui n'ont pas aimé le film, qui sont restées Tout à hermétiques. fait. Tout à fait. Toujours intéressant de Parce voir, que, parce que ça nous arrive à nous aussi, hein, de rester hermétique sur des œuvres. Donc, en tout cas, moi, sur l'hermétisme, tu vois, je vais vraiment finir là-dessus, mais je me souviens que Corentin Lay de Criticat avait dit de Memoria, et puis globalement des films de Verstacool, que c'était des invitations. Et j'aimerais bien dire qu'un grand voyage sur la nuit est une invitation. Je pense que, de toute façon, pour moi, ça l'a été. Ça a été une invitation pour découvrir d'autres cinéastes. Mais à la différence de Verstacool, et c'est là où je pense qu'on peut être hermétique au processus, c'est une invitation qui est quand même très contrôlée, qui est quand même très, très tu vois, structurée. Là où Verstacool laisse beaucoup plus d'espace, laisse beaucoup plus. Il plonge très, très nettement dans l'évidement de toute forme de préconçu, quoi. Donc ouais, moi j'ai essayé, tu vois, je sais pas enfin, vous le direz aussi en commentaire, et puis tu peux me le dire aussi, juste. J'ai essayé d'être le plus en balance possible, c'est-à-dire de clairement relater l'amour que j'ai pour le film, mais en même temps voilà, que la révision que j'en fais avec les années, c'est pas du tout pour être chichiteux ou snob parce que j'aurais vu les films d'où viennent enfin d'où vient le style de Bigan, mais il me semblait honnête, quoi, intellectuellement et au niveau critique, voilà, de dire que le film est singulier et vaut quelque chose, mais que j'attends quand même la suite, quoi, sur Bigan, parce qu'il a que 32, 33, 35, il je est sais plus jeune, quel hein. âge il a, mais il est très jeune, quoi. Donc Ouais. il y a encore Mais bien beaucoup de choses c'est à apprendre. intéressant, mais c'est pour cela, bon, on va pas y revenir dessus, mais toute la première partie avec un petit peu les milieux urbains, etc., tropical, c'est intéressant aussi, il y a pas mal de choses. Mais là, je pense que c'est la mémoire même du cinéaste, de sa vie dans la ville de Kaili, Kylie, oui, tout à fait. voilà, donc c'est là, il a mis beaucoup de lui aussi. C'est ça qui fait que ce film est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de lui, que ce soit dans ses influences cinéma et dans sa vie où il a grandi là-bas. En tout cas, c'était un plaisir d'en parler, hein, de ce film avec toi, et c'est Oh que oui. encore une porte ouverte parce qu'à chaque fois qu'on parle ensemble, on ouvre des portes. Il doit y avoir un courant d'air là dans notre cinéphilie, mais c'est bien parce que Mais tant mieux. voilà, on laisse rentrer les gens aussi, hein. Cette discussion, elle n'est pas que pour nous deux, elle est pour tout le monde. Et on a hâte de vous lire, hein, comme on a eu des très beaux commentaires sur Memoria aussi, je me souviens, entre autres. Donc voilà. Et Ouais. ce n'est que le début du grand voyage. Le grand voyage vers le cinéma. On dit souvent que les gens ne changent pas ou qu'on peut pas changer les gens. Non. Moi, j'y crois pas du tout. Moi, je pense que les gens changent. Je pense que la cinéphilie, c'est fait pour évoluer, Oui. et que des films comme ça peut avoir cet effet-là ou pas, hein. Mais moi, ça l'a eu sur moi. Je sais qu'en ce moment, tu es en train de changer aussi Ah oui. de rapport, parce que tu sors un peu du rapport très, très exégétique, enfin, analytique, interprétatif, etc. Et bah, moi, forcément, ça me flatte, hein. Je veux dire, je vais complètement dans ce sens-là, et c'est très agréable de te voir évoluer vers là, même si, encore une fois, je renie pas du tout mon amour du cinéma hollywoodien classique, ou du cinéma très, très narré. Mais ouais, c'est important. Et puis d'ailleurs, tu vois, c'est vraiment, je finis sur ça, mais à chaque podcast, on dit qu'on fait 4 conclusions. Mais tous ces cinéastes-là, en fait, tous ces cinémas-là qui viennent de Lynch et Tarkovsky, qui viennent en gros de Vertigo, quoi. Je pense que c'est pas anodin qu'il y ait eu cette espèce de prépondérance de l'influence Vertigo, et d'avoir répété que c'était un des 2-3 plus grands films de tous les temps. Enfin, je fais référence à Sight and Sound, mais de manière générale, c'est quand même une référence très, très appuyée. Faut pas oublier que le cinéma, c'est aussi autre chose, hein, voilà. C'est le double discours, quoi. C'est de dire que revenir dans ce travail rétrospectif qu'on fait, c'est aussi pour voilà, comprendre que l'histoire du cinéma, c'est quand même différentes branches, et que évidemment que celui qu'on invoque aujourd'hui, c'est celui qui me parle le plus, hein. Je pense qu'il te parle de plus en plus aussi, Jules. Mais voilà, j'ai envie d'être un peu d'être un peu horizontal, quoi, et de dire que tout est compris, en fait, qu'il n'y a pas à exclure un cinéma par rapport à un autre, quoi.
Voilà. Bon, bah, c'est une magnifique conclusion. De toute façon, en Vertigo, hein, la spirale, on connaît. Hein. Donc, tout part de là. En tout cas, bah, merci beaucoup. Il n'y a plus que le mot de la Merci fin à à toi, faire. Luc. Le mot de la fin, mais une fin temporaire, hein, parce que c'est des émissions qui Comme vont d'hab. être en continuité. À la prochaine. Salut! Ciao!